Ma vie de ministre du Logement, un podcast Imo Week présenté par Pascal Bonnefille. Avec le soutien de Gecina, première foncière de bureaux en Europe et acteur du logement locatif depuis 1959. Aujourd'hui, Cécile Duflot. Première partie, une jeune militante. Cécile Duflot, vous avez été la plus jeune ministre du Logement de la Ve République, et donc de la République, on peut le dire. Et votre action, à travers notamment 2 textes législatifs majeurs, il y a eu d'autres choses, mais a laissé des traces très importantes dans le secteur. On aimerait donc connaître ce parcours qui vous a amené à ces fonctions ministérielles, les moments qui vous ont marqué lors de ces 2 années, ainsi que votre action aujourd'hui, depuis que vous avez quitté le monde politique, puisque vous l'avez quitté. Alors commençons par le début. Le début pour moi, alors quand on a des fiches, me dit-on, c'est une enfance à Montereau, c'est la Seine-et-Marne. C'est ça, c'est le sud de la Seine-et-Marne. C'est une ville un peu particulière, c'est une ville très ancienne, puisqu'il y a même un site archéologique. Et ensuite, c'est une ville qui a fait l'objet d'une construction massive de logements collectifs dans les années 60-70 pour accueillir une grande partie de population immigrée qui travaillait sur la zone industrielle et de leurs familles. Et donc vous êtes la fille aînée, je crois, d'un couple, une mère professeure de physique-chimie au lycée de Montereau. C'est sérieux. Et un père cheminot, c'est-à-dire ? Cheminot, il a travaillé sur les travaux du TGV, il a participé à la construction de la ligne Paris-Lyon, et ça a été l'essentiel de sa carrière. C'était un homme de chantier qui travaillait la nuit, qui a fini ingénieur, mais qui a commencé en ayant juste le bac. Voilà, le parcours typique de sa génération. De la belle progression sociale. Vous êtes tôt militante à la jeunesse ouvrière chrétienne, tôt c'est-à-dire ? En fait, mon engagement militant, entre guillemets, même si on peut difficilement appeler ça militant, il a commencé dans l'enfance. J'étais à l'Action catholique des enfants, donc je suis pas allée au catéchisme classique. J'ai été dans une famille qui était dans ce qu'on appellerait les cathos de gauche, oui. De façon caricaturale ou fidèle, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était ça. Donc, en tout cas, pas les cathos de droite. Non, pas de droite du tout. Très militant, très tiers-mondiste à l'époque. Donc, j'ai été vraiment dans une famille très structurée par des valeurs. C'était pas programmé non plus. Hein. Mon père a grandi dans un patronage catholique traditionnel, lui tout à fait de droite. Donc c'est des jeunes de 68 quoi, avec une prise de conscience politique. Et ensuite je suis naturellement allée à la JOC et pas à l'aumônerie. Donc la JOC à l'époque c'était un lieu de dialogue, parce que je pense qu'on n'était pas très nombreux à être catholiques en fait dans notre groupe. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ça ressemble à c'est effectivement nourri de la tradition catholique et de la foi, mais c'était aussi très œcuménique et très ouvert à des profils très différents, puisque effectivement Montereau, à l'époque, était une ville extrêmement cosmopolite, comme on pourrait dire, puisqu'il y avait beaucoup d'enfants, de jeunes adolescents, de parents qui étaient nés à l'étranger, qui étaient venus travailler en France. Alors, dans votre formation, il y a ça, on parle de la formation politique, là, il y a la formation aussi universitaire. Vous allez choisir une voie qui est un petit peu différente de celle de vos parents, incontestablement. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à faire des choix ? Je vois un DEA de géographie, puis ensuite une admission à l'ESSEC. Comment ça se passe, tout ça ? Alors, je m'inscris en géographie, comme c'est difficile d'imaginer ça pour des jeunes d'aujourd'hui qui remplissent des tonnes de dossiers sur Internet, mais je me pointe avec mon relevé de notes du bac à Paris 7, je fais la queue en un quart d'heure, et je m'inscris en géo parce qu'un de mes copains avait fait des études de géo, enfin était en doc de géo à l'époque, j'avais trouvé ça super sympa, il y avait un côté aventure, les cartes, j'adorais ça, et donc je me suis inscrite en géographie. Franchement, il n'y avait pas plus de réflexion que ça. D'accord. Et j'ai adoré ces études, j'ai adoré les amis que j'y ai eus, et je me suis destinée à faire de la recherche, donc j'ai commencé à travailler sur un sujet de thèse, et l'ambiance était vraiment très mauvaise, il y avait beaucoup de concurrence entre les étudiants, beaucoup de concurrence pour obtenir des bourses de thèse, et j'ai pas du tout aimé. Et à l'époque, la petite amie d'un de mes amis étudiants de géo était à l'ESSEC, était rentrée à l'ESSEC. Sur titre. Elle m'a dit, tu devrais faire ça. Et je me suis dit, tant qu'à ce que ce soit à Baston, autant aller dans une école de commerce. Et puis, je trouvais ça intéressant aussi. Et surtout, elle m'a dit, mais tu peux le faire en apprentissage. Parce que moi, j'avais pas les moyens de payer les frais de scolarité, mes parents non plus. Et donc, tu paieras pas tes frais de scolarité, tu travailleras. Et comme, à l'époque, j'avais 20 ans, c'est drôle de dire ça parce que les choses sont un peu décalées, mais moi, je travaillais déjà depuis mes 17 ans dans des petits boulots. J'avais envie d'être pleinement autonome. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant.
J'avais déjà un enfant et je suis allée passer le concours d'entrée à l'ESSEC que j'ai eu. Et ensuite, j'ai fait donc ces 2 années à l'ESSEC, dont je suis sortie diplômée de la promotion 2000. Alors, on a oublié parce que c'est il y a 20 ans, mais c'était l'époque de la nouvelle économie, des startups qui levaient des millions et des millions de francs à l'époque, un peu déconnectée de la réalité, et je pense que je suis vraiment devenue une écologiste politique à cette époque parce que j'étais une bonne élève. Par contraste, vous voulez dire ? Pas par contraste, mais par réflexion sur l'inanité de ce modèle, en fait, son niveau de gaspillage. On apprenait à inventer des besoins pour les gens et à comment leur vendre les produits qui correspondraient à ces besoins. Et j'ai vraiment une prise de conscience très globale, en fait, et aussi nourrie des cours et de l'intérêt que je consacrais à ces cours, mais des limites que je voyais du modèle qui nous était proposé. Mais j'y ai noué des amitiés pour toujours, et surtout, j'ai appris des choses en matière de management, des choses très utiles. Et ce dont je me suis pas du tout rendu compte à l'époque, c'est que ce diplôme-là était quand même un sésame très déstabilisant pour plein de gens, parce que on pouvait pas me ranger dans une case. C'est-à-dire que c'est difficile de dire que j'avais été formée et sans aucune. Je trouve que c'est une très bonne formation, hein, mais j'avais pas fait que de la géographie à la fac. Voilà, j'avais les codes de oui, ceux vous aviez qui pas un étaient parcours sérieux. Universitaire. Non, mais j'avais les codes classique. de ceux, et donc les gens, et du coup, je savais aussi leur répondre. Je savais exactement comment ils avaient appris, et d'ailleurs, je trouvais que parfois il y avait une forme d'apprentissage très formaté, où on déroulait des cas pratiques qu'on avait appris à l'école, et que la vie c'est pas ça. Voilà. Et donc, sortant de l'ESSEC, vous auriez pu faire beaucoup de choses. Quel est votre choix à ce moment-là ? Alors, mon choix, qui n'était pas un choix a priori, d'abord, il faut savoir que pendant l'ESSEC, j'ai eu 2 enfants, donc j'étais enceinte pendant mes 2 années. Ça, c'était des choix importants. Et je trouvais ça très naturel à l'époque, mais je sais que ça a laissé un souvenir Oui. à la fois à mes enseignants et puis aux gens qui étaient à l'ESSEC avec moi. On prouve que c'est possible aussi. Oui, c'était tout à fait possible. Et sortie de l'ESSEC, en fait, j'avais fait donc mon apprentissage dans une filiale d'un groupe immobilier à vocation sociale lié au 1% logement à l'époque. Et j'avais pas prévu de continuer, mais mon patron de l'époque a absolument voulu que je reste, et il m'a proposé un poste sur mesure pour que je reste. Et donc, j'ai commencé à travailler. Et quand j'ai commencé à travailler vraiment, en fait, un de mes collègues qui était secrétaire général d'une des filiales qui faisait de la promotion immobilière est parti. Et du coup, mon patron m'a dit, tu vas le remplacer le temps qu'on le remplace. Donc, je me suis retrouvée à devoir gérer une société qui faisait de la construction, donc des réunions de chantier, un univers que je connaissais pas du tout, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment appris sur le tas, avec des entrepreneurs, avec des chantiers, les pieds dans la gadoue et le nez dans le ciment, quoi. Voilà. Et là, c'est votre premier contact avec cette profession, parce que là, c'est vraiment un contact direct. Ah, c'est un contact très direct, et avec une immense satisfaction. Qui n'est pas le cas de tous les ministres du logement. Parce que... Oui, c'est la particularité, mais ça, personne ne le savait. C'est-à-dire que comme ensuite, mon image politique, elle était totalement liée au parti vert et à mon statut de secrétaire national, donc issu de l'interne. J'avais été alors c'est drôle pour les gens qui me connaissent de cette époque, en fait, j'avais 2 noms. J'avais utilisé mon nom, le nom de mes parents, dans mon univers politique, et j'avais gardé le nom de mon mari de l'époque dans mon univers professionnel. Donc j'avais vraiment 2 noms. Mais à un moment, mon visage a fini par apparaître médiatiquement, et donc je faisais des rendez-vous de boulot, et je voyais qu'il y avait un petit moment d'hésitation. Je dis oui, je suis aussi celle-là. Mais j'ai continué très longtemps à travailler à temps partiel. J'aimais beaucoup ce travail. J'y suis restée 10 ans en tout. Peut-être même plus de 10 ans. Et maintenant, la structure que j'ai fondée, j'ai apporté les statuts à la préfecture dans mon cartable, qui s'appelle Résidétape, et maintenant on va dire dans le secteur de l'ESS, on va dire, mais une entreprise qui a pignon sur rue et qui a construit beaucoup de résidences pour les jeunes salariés. Alors, on vient d'en parler, votre engagement politique est devenu très, très important à partir des années 2000, puisque vous adhérez en 2001 au Vert, qui s'appelait les Verts à l'époque. J'adhère au Vert en 2001 pour une campagne municipale, et je me pose la question pendant 6 mois avant d'oser prendre ma carte, parce que j'ai pas du tout envie d'être membre d'un parti politique. D'accord, c'était plutôt... Alors pourquoi D'abord, pourquoi les Verts ? Et pourquoi ce choix ? Alors les Verts, ça m'a semblé naturel, parce que ce que je vous ai dit, c'est que mon évolution vers l'écologie, elle est née dans mon enfance. Ma mère était écolo, mon père l'était pas du tout. Donc ça, il y avait des débats entre eux. Donc du coup, ça m'a obligée à me positionner. Et oui, il y a la géographie, puis il y a la SNCF. C'est peut-être aussi... mon père était d'une culture ingénieure, d'une culture très scientifique, très attachée au progrès,
Enfin voilà, mais il a beaucoup évolué, mais ça m'a obligé moi à me faire mon propre avis. Et c'est pour ça que l'ESSEC a été si déterminant dans ce chemin-là. Mais en fait, j'ai juste voulu m'engager localement à aider les gens dans la ville où j'habitais, Villeneuve-Saint-Georges. Et j'avais pas du tout, alors les Verts ça me semblait évident, mais j'avais pas du tout envisagé quoi que ce soit de politique. J'ai aucun engagement politique avant au sens partisan. J'ai même pas été dans un syndicat étudiant. Enfin, c'est vraiment une rencontre en fait. Et j'ai été happée par une femme qui s'appelait Liliane Daillot, elle est malheureusement décédée, qui était une vraie féministe et qui disait faut que les jeunes femmes s'engagent. Donc elle m'a vraiment, mais quasiment physiquement chopée par le pull et me dire allez, tu vas venir aux réunions et tu vas venir au congrès, comme ça tu verras ce que c'est. Alors que je voulais pas du tout, je reculais des cas de fer. Et puis les choses se sont faites très très vite en fait. Oui, ce qui montre aussi votre détermination, parce que quand on voit, vous êtes élu au collège exécutif en 2003, vous êtes porte-parole en 2005, en 2006, vous êtes candidate à l'investiture pour la présidentielle côté Vert, et vous êtes devenue à 31 ans, je crois, oui. Secrétaire nationale. Donc on peut dire que ça va très vite. Alors quand on regarde ça de l'extérieur, je comprends. Et c'est pour ça que j'ai jamais été choquée, les gens, de se dire c'est une sorte de machine cette nana, d'où elle sort, quoi. Parce que j'avais 3 enfants tout petits, que je venais d'arriver et que tout d'un coup, je grimpais les... Alors je pense plutôt que c'était en fait ma liberté totale et c'est curieux de dire ça, mais je peux le dire maintenant avec des contractions, une forme d'absence d'ambition personnelle qui faisait que j'étais très libre. C'est un paradoxe. Oui, très libre aussi de créer du rapport de force. Et donc, ça a marché jusqu'à ce que ça ne marche plus au moment où j'ai quitté le gouvernement. Parce que c'est le moment où j'ai dit, en fait, si c'est Manuel Valls le Premier ministre, je ne resterai pas. Et c'est Manuel Valls. Donc là, voilà, j'ai perdu. Mais j'étais aussi très attachée à la machine, au sens où je pensais que si on voulait qu'un combat politique porte ses fruits, il fallait que la structure... Moi, je suis quand même quelqu'un... de très attaché à l'organisation, au collectif, au fait que ça marche. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'il y a des génies qui réussissent tout seuls. Je crois qu'il faut s'organiser. Je crois que le compromis, c'est important. Enfin, alors, dans mon image, il y a eu beaucoup un côté très individuel, alors qu'en fait, je suis le contraire de tout ça. Et je suis vraiment le résultat d'un pari collectif des Verts, pour le coup. Ensuite, je pense que ça, je l'ai dit en souriant. Ma maman a voulu m'appeler Cécile parce que c'est la sainte patronne des musiciens et ma mère est une grande musicienne. Ça a totalement raté, mais je devais avoir une sorte de... Alors moi, j'appelle ça du museau pour la politique, une sorte d'instinct assez naturel. Donc ça, les deux se sont combinés. Ce qu'on appelle aussi une volonté, peut-être aussi, non ? Je sais pas si c'est... Alors, la volonté que j'ai, et je l'ai toujours, c'est que j'ai cherché longtemps parce que je me suis posé la question, y compris j'ai eu une petite forme d'introspection, me disant, mais en fait, t'es pas honnête, Cécile. Il était une grosse ambitieuse qui le reconnaît pas. Et en fait, non, c'est pas ça. C'est vraiment qu'en revanche, quand des gens me font confiance, moi, je suis un animal de troupeau, quoi. Mais quand des gens me font confiance, j'ai envie qu'ils soient fiers de moi. J'ai envie que quand je descends de la tribune et que j'ai fait un discours, je vois la petite étincelle où les gens qui ont préparé la trame du discours se disent « Ah, quand même ». Voilà, c'est ça qui me motive. Et donc, c'est vrai qu'à cette époque-là, chez les Verts, des gens m'ont fait confiance et j'ai eu envie qu'ils soient fiers de moi. Et donc, quand j'ai cette sorte de confiance et que je sens que j'ai une délégation, là, oui, je peux être très dégourdie, je crois. Aujourd'hui, Cécile Duflot. Deuxième partie, l'élu écologiste engagé à gauche devient ministre. Vous êtes en 2006 secrétaire national des Verts, puis il y a des élections dans le Val-de-Marne où vous vous présentez et vous devenez adjoint au maire chargé de l'urbanisme. C'est assez logique. Oui. À Villeneuve-Saint-Georges. Pour une fois, voilà une délégation qui est assez adaptée à la personnalité qu'il obtient. C'est une municipalité d'union de la gauche. Donc ça, c'est, je pense, un choix important de votre part, d'ailleurs au niveau national aussi, de se dire il faut que les Verts soient dans une configuration d'alliance. C'est certain. Et on se parle en 2022, donc je suis un peu triste de ce climat. Je crois que la gauche et les écologistes ne peuvent gagner que rassembler. Ça ne veut pas dire identique, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir à certains moments des propositions, notamment au premier tour d'une élection. J'ai été élue sur une liste verte au premier tour. Donc quand les conditions électorales le rendent possible, il peut y avoir cette concurrence, mais ensuite il faut être capable de se rassembler et ça se prépare en amont. Mais ça va de pair avec ce que je vous disais avant, c'est une conviction profonde. Je crois qu'on est plus intelligent à plusieurs. On parlera de la loi Allure tout à l'heure. Oui. La loi Allure, c'est un vrai travail parlementaire. Il y a des dizaines de personnes qui y ont œuvré. C'est pas du tout, c'est ce que je dis souvent en souriant, c'est ce que je disais à l'époque. C'est pas du tout un texte techno, c'est pas une lubie de personnes individuelles, c'est pas une lubie de ministre.
ministre, c'est vraiment un travail collectif. Et c'est pour ça qu'elle m'a survécu, parce que c'était pas mon travail, c'était vraiment un travail commun. Et moi, j'adore. J'aime tellement quand on sent cette espèce d'énergie qui naît et cette force supplémentaire quand on met en branle des intelligences différentes. Ça, vraiment, c'est ça qui m'excite. Voilà. Et on peut dire que cette stratégie a marché, puisque aux élections régionales en 2009... 2010, pardon. Voilà, de nouveau, une liste qui fusionne et vous devenez conseiller régional d'Île-de-France. Oui, mais toutes les régions qu'on disait perdues par la gauche sont sauvées par des majorités de gauche et écolo, avec des très gros scores des listes écolo. Et pour l'instant, je détiens encore le record avec cette liste de 2010, qui était une très belle liste, du meilleur score d'une liste verte aux élections régionales. Voilà, on avait fait plus de 16%. Plus de 16%, bien sûr. Et le parti, sous votre houlette, comme on dit bêtement d'ailleurs, mais se transforme et devient Europe Écologie Les Verts. À l'occasion des élections européennes, pourquoi cette Europe Écologie avant le mot Les Verts ? J'ai toujours pensé que les écologistes se sont constitués, il faut savoir, enfin moi j'ai eu une grande tendresse pour les écologistes des années 70-80, parce que bonjour, comme ils étaient moqués, caricaturés, ridiculisés, alors que l'histoire leur a intégralement donné raison sur leurs alertes. Et donc, c'est une famille politique qui est vraiment comme une tortue, c'est-à-dire elle peut résister à tout, elle rentre une patte, l'autre patte, la tête, et voilà. Et donc, elle est très, très résiliente, comme on dirait aujourd'hui, je dirais simplement résistante. En revanche, quand il s'agit de changer de dimension et de dire maintenant, on va exercer pleinement les responsabilités, c'est plus difficile. Oui. Et donc, il fallait franchir ces étapes-là, et cette étape qui a été celle d'Europe Écologie, avec un moment qu'on a oublié, mais qui était pour moi aussi un moment de rassemblement entre Dany Cohn-Bendit et José Bové, si on se souvient bien, 4 ans avant. Candidat. C'est le oui et le non, le déchirement ultime du référendum TCE de 2005. Et cette liste Europe Écologie, elle rassemblait aussi, elle retissait cette immense brisure de 2005. Et donc, il y avait tout ce tricotage qui se faisait dans la transformation, la transmutation des Verts en Europe Écologie Les Verts. Et alors, vous battez des records, puisque normalement, souvent, les patrons ou les secrétaires nationaux nationales des Verts ne font pas des mandats très très longs, mais vous êtes reconduite dans ces fonctions. Et François Hollande est élu en 2012. Là aussi, c'est un moment d'union de la gauche, puisque toute la gauche le soutient. Et le 16 mai 2012... on annonce que vous êtes nommé ministre du Logement et de l'Égalité des Territoires. Jean-Marc Ayrault étant Premier ministre. Comment ça se passe pour vous, ça, ce moment ? Ça a dû être négocié avant ? C'était des accords électoraux, j'imagine, aussi avec le Parti Socialiste et François Hollande ? C'est toujours la même logique. Moi, j'ai toujours eu la même stratégie, c'est-à-dire je pense qu'il faut à la fois affirmer très clairement l'écologie, mais qu'il fallait qu'il y ait ce rassemblement. Donc ce rassemblement, il se fait dans le cadre d'un accord à la fois programmatique et électoral, en novembre 2011. À l'époque, on dit beaucoup que c'est un accord qui s'est fait avec Martine Aubry et Cécile Duflot. C'est vrai, mais François Hollande était au cœur de la conclusion de cet accord. Et d'ailleurs, je note que maintenant, il explique beaucoup à quel point c'est important d'avoir ce rassemblement sur le fond. Donc ça me fait sourire. La question des ministères n'avait pas été discutée formellement, mais tout le monde savait que c'était pas un seul ministre. Et il y avait un accord assez tacite sur le fait que c'était pas le ministère de l'écologie, pour une raison assez claire, qui était que les écologistes avaient envie de montrer qu'ils étaient capables de faire autre chose. Oui, on avait un peu marre d'être toujours... Et aussi parce qu'il y avait une sorte de... Comme l'énergie était dans le ministère de l'écologie, il y avait quand même une grande angoisse de filer ce ministère à un anti-nucléaire ou une anti-nucléaire notoire. Ensuite, moi, je me préparais pas à être ministre. Je voulais être présidente du groupe à l'Assemblée. Parce que vous avez dit, j'ai été réélue 3 fois secrétaire nationale, ce qui, je pense, va rester durablement un record. Je pense. Et par affection. Enfin, il faut que je dise les choses, c'est parce que je les aimais. J'aimais cette famille, j'aimais ces gens, j'aimais cette organisation. Aujourd'hui, bien divisé. Oui, mais en même temps, faut avoir... On parlait tout à l'heure du début, je pense qu'il fallait être une catho de gauche pour faire ça, parce que vraiment, je m'en suis vraiment prise beaucoup. J'ai beaucoup donné pour finir par être... humiliée par un résultat à la primaire où ma propre famille m'a signifié son désamour le plus net. Donc ça m'a libérée aussi. J'ai aucune
aigreur maintenant, c'est complètement derrière moi. Mais donc là, je me souviens très bien, c'est dans un TGV, c'est Pascal Durand qui m'explique que c'est moi qui dois aller au gouvernement. Il me dit parce que sinon ça n'a pas de sens, c'est la chef du parti, etc., etc. Pour une raison simple, c'est que moi j'avais du mal à me faire à l'idée que j'allais avoir de nouveau un chef. Il faut comprendre que ça faisait des années que j'avais pas de chef. Oui. Et quand on est ministre, on a vraiment un chef. Quand on est ministre, on est vraiment un chef. Et il faut vraiment obéir. Et c'est pour ça que j'ai parlé de la muselière, etc. Mais ensuite, Jean-Marc Ayrault, qui est un homme très intelligent, avait compris quel était le poste qui allait me séduire, parce que lui savait, parce qu'en fait, on avait construit une résie d'étape à Nantes, et donc il connaissait mes compétences dans le domaine, ce que ne savait pas du tout François Hollande. Et donc c'est vrai que ce sujet-là, plus la question du Grand Paris, ça m'a donné envie sur le fond. Je me suis dit, ah bah ouais, là, je serai à l'aise. C'est-à-dire que je connais le sujet, je connais les enjeux, et je vois la dimension de transformation écologique qu'on peut mettre aussi dans ces questions. Et puis, est-ce que c'est pas un ministère aussi où on a beaucoup de gifles à prendre et que j'aime bien prendre des gifles? Non, c'est pas ce que je dis, mais que certains, dans les décisions qu'ils peuvent prendre, attribuent à quelqu'un qui est capable de prendre des gifles, des postes. Alors, il y avait en plus un engagement fort de Hollande dans sa campagne, l'encadrement des loyers, qui était quand même une révolution par rapport à tout ce qui se faisait dans le monde du logement depuis 86, c'est-à-dire remettre de la régulation, le contraire de tout ce qui s'était fait. Et donc, je pense que oui, ils se sont dit qu'il fallait quand même quelqu'un qui serait capable de tenir un peu tête. Peut-être un peu de punch. Et aussi quelqu'un qui saurait quand même pas faire n'importe quoi dans tous les sens, parce qu'il fallait quand même sacrément négocier. Et donc, je peux le dire maintenant sans fausse pudeur, j'ai adoré ces 2 années au ministère du Logement. Vraiment. Donc, vous avez adoré être ministre et ces années-là. J'ai adoré utiliser tout ce que j'avais appris en Popol, c'est-à-dire en capacité de négociation, etc., au service de la vraie vie des gens. Voilà, j'ai adoré ça. Parce que je savais gagner des congrès, ça, voilà. Ça se voyait, si vous me permettez, des souvenirs de vieux croutons. Que j'aimais ça ? Oui, ça se voyait. Alors, je vais vous dire une chose. C'est pas le cas de tous les ministres. Je sais difficilement faire un truc que j'aime pas. Je me suis rendu compte de ça. Maintenant, je suis vieille. Je suis une femme de 46 ans. Il faut que j'aime faire les choses. En revanche, quand j'aime faire les choses, je suis inarrêtable. C'est pour ça que mes 6 derniers mois comme secrétaire nationale, j'étais usée et j'ai pas été la meilleure, notamment dans la composition du groupe parlementaire. Là aussi, je peux le dire, parce que j'ai délégué, parce que j'en pouvais plus en fait. J'étais fatiguée par les militants écolos, enfin surtout les gens qui pensaient un peu qu'à eux. Mais comme ministre, oui, j'avais le sentiment d'être utile. Et puis j'avais un cabinet, une équipe exceptionnelle, mais exceptionnel. Et là aussi, ça a été à la fois de l'instinct, etc., sur la composition très diverse de ce cabinet. J'avais aussi l'estime du président de la République. Oui. Ça voulait pas dire que je l'agaçais pas beaucoup, mais il savait que c'était professionnel, quoi. Voilà. Que si j'allais au fight, j'avais des munitions, que quand je faisais du rapport de force... Alors justement, parlons rapport de force, parce que moi, ce qui me fascine, c'est que souvent, les ministres du logement ont du mal dans les négociations à être décisionnaires et à emporter la décision face à Bercy, bien entendu, toujours qu'on accuse de tous les maux, mais peut-être d'autres. Comment ça se passait pour vous ? Alors d'abord, dommage pour certains, je faisais ça parce que j'aimais ça et je n'avais pas d'agenda pour la suite. C'est-à-dire que j'avais pas envie de me reconvertir dans le secteur de l'immobilier. En fait, j'en venais et je savais que, du coup, j'allais sûrement changer après, que je savais que le délai allait être court. Oui. Et donc, j'ai fait une loi qui, objectivement, je pense que si j'avais déjà été ministre avant, jamais j'aurais osé prendre... Là, j'ai vraiment clairement dit, vous prenez tout ce qui est en stock, on y va. On a fait les modifications de règlement de vote en copropriété, un truc qui était tanké dans les dossiers depuis 15 ans. Et j'ai dit, allez, on y va, on prend tout. Parce que je savais à quel point il y avait des gens sérieux qui avaient travaillé sur plein de sujets. L'encadrement des loyers, j'ai été vite convaincue, je pourrais citer les gens. Oui. Il y avait tout ce qui avait été fait sur les copropriétés dégradées, et je me suis dit, allez, on y va. Et franchement, je pense que je suis capable de digérer des choses techniques. J'avais déjà un vrai background, mais si on fait des choses précises, je digère. Et le rapport de force, quand on a été chef de parti dans un parti comme les Verts, il n'y a pas une meilleure formation. Si j'étais un peu taquine, je dirais que là, dans les équipes de campagne de tous les candidats à la présidentielle, quasiment, il y a des anciens Verts. Pourquoi ? Parce que c'est la meilleure formation ever. Bon, ça dit quelque chose de l'ambiance, solidité des convictions de certains, mais bon, dont acte. Mais et voilà, donc j'avais pas du tout peur. Et j'avais rien à gagner, rien à perdre. J'étais ultra... engagée sur le fond. Donc, je pouvais aussi être convaincue. C'est-à-dire que si on m'opposait des arguments pertinents sur tel ou tel sujet, je pouvais changer de position. J'ai jamais été obtuse. Mais sur la nécessité de la régulation, sur le fait de faire sortir des dossiers qui étaient planqués dans les placards depuis des années,
Et puis j'avais l'estime de Jean-Marc Ayrault, c'est-à-dire qu'assez rapidement, il a compris que parmi tous les ministres, je le pipotais pas. C'est-à-dire que quand je lui disais là, il y a un gros problème, c'est qu'il y avait vraiment un gros problème et que sinon, je réglais les problèmes moi-même et je venais pas couiner tous les 4 matins en disant oui, il y a machin qui a pas été gentil, gna, 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 gna. Je demandais pas des arbitrages. En souvent. permanence, oui. Donc ça serait, s'il y avait un conseil, alors je pense, ça sert à rien les conseils d'ailleurs, mais au futur ministre du Logement, oui, ça serait d'abord de la volonté claire de... Je pense qu'il faut pas prendre un poste de ministre si on n'a pas le rapport de force. Oui. On n'est jamais obligé de devenir ministre, hein. C'est tellement tentant. Ou alors c'est juste pour la déco. Mais oui, enfin, faut pas avoir beaucoup d'estime de soi-même. Hein. Si vous êtes dupe du fait qu'on vous appelle Madame la Ministre, qu'on vous ouvre les portes, mais qu'en fait vous décidez de rien. Moi, ce que j'aimais, c'était décider. C'était pas du tout être ministre. C'était décider de l'encadrement des loyers, décider qu'on allait pouvoir pousser les feux sur la façon dont on allait vraiment essayer de stranguler les loueurs. Qui sont des voyous, et souvent des voyous en col blanc, hein, que sont les marchands de sommeil. Enfin, tout ça, ça me passionnait, et je voulais qu'on y arrive. Sur le logement coopératif, je pourrais multiplier les sujets, et même des sujets qui semblaient annexes, comme la question des yourtes, où il y avait en fait des différences de jurisprudence entre les départements et les tribunaux, sur est-ce qu'on pouvait habiter sans permis de construire quand on habitait dans un habitat autonome. Et je trouvais ça chouette de résoudre ce problème, en fait. C'était excitant. Et donc, quand on fait la loi Allure, on est en train de l'écrire, de la proposer donc au Parlement. Comment ça se passe dans un cabinet comme celui qui c'est était l'ébullition. Oui, c'est ça. Et il n'y a pas que le cabinet. L'administration, moi j'ai découvert l'administration et la haute administration, et j'ai une estime... Dont on dit parfois qu'elle est un peu... Faux. Ils sont brillants, ils sont sympas, ils sont travailleurs, et vous ne pouvez pas verser des primes et payer des heures sup aux fonctionnaires qui travaillent, y compris des fois le week-end quand il s'agit de travailler sur un projet de loi. Donc moi j'ai une gratitude pour eux considérable. Je me souviens la première réunion qu'on a fait, j'ai acheté des huiles essentielles et je les ai offertes à tout le monde. J'ai dit, c'est la seule chose que je peux faire, mais je peux vous dire que ça va. Après, c'est des gens qui étaient convaincus, donc qui étaient contents, puis ils voyaient que je me cachais pas. Envie aussi. Voilà, ce que j'ai trouvé de pire, c'est quand vous avez des ministres qui se cachent derrière leur administration, etc. Il faut assumer. Moi, j'ai dit, on va à la baston. Si on a une qui doit prendre les coups, c'est moi. Mais j'ai besoin que vous soyez super solide. C'est-à-dire, quand vous me donnez une note et que je vais m'énerver contre un député qui raconte n'importe quoi, il y a intérêt que ce soit au petit poil, parce que je ne vais pas vérifier moi. C'est-à-dire, je vous fais une confiance aveugle. En échange, vous pouvez être sûr que je serai le bouclier pour vous. Et donc voilà, c'est le résultat vraiment... on a fait un groupe de travail participatif sur le logement coopératif. Ça, c'était une expérience rigolote. On a travaillé avec les sénateurs et avec plein de gens sur le PLUI. On a beaucoup concerté, sur le Grand Paris aussi. Vraiment, il y avait un travail énorme de dialogue. Alors, ça s'expliquait aussi. Moi, j'avais pas du tout les codes j'ai jamais été ministre, j'ai jamais travaillé en cabinet ministériel. Jamais rien au niveau national. C'est comme ça que j'ai parlé du secrétaire général du gouvernement en direct à la radio un matin qui a failli avaler sa brosse à dents. Il me l'a dit après. Parce que... Ça ne se fait pas. Non, ça se fait pas du tout. Mais moi, j'avais pas ces codes-là. Et ça m'a quelque part protégée. À l'inverse, j'avais les codes écolos. Où je savais que si on voulait... Vous savez, moi, j'ai été dressée par un parti où pour gagner un vote, il faut faire 60%. Donc, jamais je pense que je vais pouvoir passer en 49.3. La loi Allure, elle a été votée à la majorité des 2 chambres, pas du tout en procédure accélérée, avec des heures et des heures et des heures. Et des Combien d'heures, vous vous souvenez ? Je sais même pas. C'est énorme. Et c'était énorme, mais c'était physiquement dur. Ouais, mais c'est ce qui lui a donné beaucoup de solidité. Alors, ce que je voudrais qu'on insiste là-dessus, sur le travail parlementaire est très souvent moqué en France, parce qu'on dit que ça ne sert à rien, etc. Et donc, parlons un peu de ce moment de travail parlementaire. Alors, on parlera ensuite tout à l'heure un peu de la mousse et des choses déplaisantes qui ont eu lieu, mais... C'est une loi triplement parlementaire. Voilà. Première chose, parce qu'elle s'appuie sur beaucoup de tentatives de lois précédentes, des propositions de loi pas abouties, beaucoup de rapports parlementaires, et deuxièmement, des missions, c'est-à-dire qu'à chaque fois, quand il y avait des sujets un peu emmerdants, les ministres du logement, la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était confier des missions. Donc, il y avait si c'était bien empilé... des piles de dossiers de missions. Et j'ai dit, on va les ressortir. Typiquement, Claude Dillin, qui avait travaillé sur les coprodégradés, il avait fait le tour des popotes avec son rapport pour expliquer ce qu'il fallait faire. Il avait toujours trouvé porte close. Enfin, les gens lui disaient c'est intéressant, mais là, il n'y a pas la place. Donc, première chose, des travaux parlementaires avortés. Deuxième chose, des missions et des rapports. Et troisième chose, une façon d'animer le travail parlementaire vraiment très dense. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs rapporteurs, qu'il y a eu beaucoup de réunions. Tous les députés qui avaient envie
de droite comme de gauche. De droite comme de gauche, oui, bien sûr. La loi Allure a des amendements qui sont issus de la droite. Il y a eu un jeu de ping-pong assez sympathique avec Benoît Apparu, qui était mon prédécesseur. Absolument. C'est vraiment... c'est pour ça que je suis si blessée de voir à quel point l'Assemblée nationale est si méprisée aujourd'hui. C'est qu'en fait, quand vous passez une loi au grill du travail parlementaire, elle devient un peu bavarde sur certains trucs, certes. Parfois. Mais elle est aussi plus robuste. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'aller au bout des arguments sur un certain nombre de sujets. De produire des vraies études d'impact, par exemple, parce qu'on peut faire n'importe quoi sans études d'impact. Par exemple, la GUL, la garantie universelle des loyers, j'espère que je la verrai de mon vivant. Mais un jour, peut-être, je serai mamie Cécile avec ses cheveux gris comme ça. Mais oui, il ne faut jamais désespérer. Et votre successeur. Oui, moi, je serais mort, mais... Non, mais viendra à m'interroger. C'est le résultat d'une réflexion de Jean-Louis Borloo, qui m'a dit, de toute façon, la GLI, ça ne marche pas. Un jour, il faudra... C'est comme une mutuelle universalisée. Et on vient avec un paquet pas complètement finalisé, et on agrège les parlementaires qui veulent travailler pour aller au bout. Aujourd'hui, Cécile Duflot. Troisième partie, le vote de la loi Allure et l'après-ministère. Ce qui m'intéresse dans cette affaire-là, c'est qu'il me semble que souvent les bons connaisseurs d'un dossier, ils ont quand même une forme de rapport entre eux qui transcende un peu les clivages politiques, même s'ils existent naturellement, mais qu'ils savent un peu de quoi ils parlent. Et donc forcément, le rapport peut être intéressant. Alors je pense qu'il ne faut pas forcément être un très bon connaisseur avant, mais il faut apprendre et travailler. Moi, il y a plein de sujets que je ne connaissais pas dans cet univers. L'univers de la défiscalisation, je ne savais pas. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, je ne savais pas les magouilles, en tout cas les jeux d'influence qui étaient à l'œuvre, etc. Ça, je ne connaissais absolument pas. Je connaissais le secteur du logement social assez bien, je connaissais le 1%, je savais ses qualités, je savais aussi qu'il y avait matière à débattre. Mais surtout, je pense que ce qui a été utile, c'est la sincérité. C'est-à-dire que moi, j'écoutais vraiment. Si on m'expliquait par A plus B que tel truc dont je pensais que c'était une bonne idée, ce n'était pas une bonne idée, il n'y a pas de problème, je changeais. Et y compris si c'était un maire de droite. On a fait passer des amendements sur des situations liées notamment à des règles en matière d'inondation, etc., par des élus qui avaient des cas particuliers dans leur ville, mais qui étaient vraiment bloqués par la loi et leurs arguments étaient parfaitement pertinents et c'était pas une difficulté pour moi de les intégrer. Et on a beaucoup discuté de la loi montagne, on a beaucoup discuté, j'ai expliqué à quel point d'avoir une préservation, que ce soit la loi littorale, la loi montagne, c'était en fait une garantie. En revanche, par exemple, c'est aussi, là pour le coup c'est pas une loi, mais qu'on a permis de faire avancer des dispositifs contre les recours abusifs qui étaient devenus une sorte de racket organisée de la part de certains. Donc, je crois qu'on peut aussi à la fois estimer des gens quand ils sont estimables et sincères. Et il y avait quelques parlementaires, y compris de gauche, qui étaient des vrais voyous. Et je voyais quels intérêts ils servaient. Donc je les avais bien cernés et leurs critiques m'atteignaient pas beaucoup, quoi. Et après... Alors, ce côté quand même très, très vif de votre personnalité, d'ailleurs que les auditeurs entendent bien, c'est-à-dire qu'on entend bien que vous n'êtes pas une femme, comment dirais-je, qui vous parle, vous avez un débit rapide, etc., a forcément créé des inimitiés. C'est humain d'ailleurs, et quand on est ministre, par définition. Vif, hein. Alors là, je vous détends. Non. J'aurais été totalement placide et j'aurais parlé mollement, mais j'aurais fait la même chose, ça aurait été le même bastingue. Bon. Il y avait beaucoup, et évidemment, relu maintenant, c'est différent. Mais j'étais une très jeune femme pour ce poste-là. J'avais 31 ans. Je savais ce que je voulais. Donc ça rend les choses encore plus agaçantes. C'est-à-dire, alors on va dire quand même un mot. Parce que je trouve que c'est tellement inouï et que j'espère qu'un jour, c'est une question qui ne sera même plus posée, mais beaucoup de gens, je pense, se souviennent, vous êtes dans l'hémicycle, vous répondez à la question d'un député et vous avez une robe, ce jour-là d'ailleurs, qui est une jolie robe, enfin jolie ou pas, enfin, après chacun a une définition, et vous entendez des colibets, des sifflets, des propos absolument inouïs dans un hémicycle. Alors depuis, cette robe a rejoint le musée, mais c'était une bonne idée d'ailleurs. Mais je voudrais que ces comportements-là soient de l'ordre du musée. Qu'est-ce que vous pensez? Que c'est encore aujourd'hui Alors, d'abord, les choses ont évolué, mais moi, maintenant, c'est avant MeToo, tout ça. C'est avant MeToo, bien sûr. Et je pense qu'en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là... ça, c'est en 2012. Je répondais à une question sur le Grand Paris. C'est ça. Et il faut savoir que les écologistes avaient été le seul groupe
au Conseil régional a voté contre l'accord qui avait été fait entre le gouvernement de droite à l'époque et la majorité de gauche, Jean-Paul Huchon, Nicolas Sarkozy. On soupçonnait, c'est vraiment la chose la plus cocasse et jolie de mes débuts de ministre, qu'il y avait un truc qui n'allait pas dans cet accord, qu'il y avait un problème de financement. Et quand je suis devenue ministre et que le préfet de région est venu me présenter le dossier, il m'a dit qu'il y avait un problème, c'est que dans le chiffrage qui avait été estimé, les gares n'étaient pas chiffrées. Je lui dis pardon ? Il me dit oui, parce que sinon ça rentrait pas dans l'enveloppe. Et j'ai éclaté de rire. J'ai dit écoutez, j'avais pensé comme présidente de groupe à la région qu'il y avait une embrouille, mais alors le coup de pas chiffrer les gares, celle-là, elle est mythique. Et donc tout le monde le savait. Donc ma première réunion avec tous ces acteurs-là, où j'ai dit alors en fait on va se dire les choses, je le sais et je sais ce que vous avez fait. Donc je pourrais soit raconter ça à tout le monde et vous humilier, soit vous dire en fait plein de gens attendent ce projet de métro circulaire et donc on va le faire aboutir, et c'est ça que je vous dis. Donc ça, ils pouvaient s'énerver. Donc c'est pas anecdotique que ce soit sur une question sur le Grand Paris de ce type-là, qu'ils aient autant réagi, parce qu'ils savaient quand même il y avait quand même un peu un sujet. Et la deuxième chose, c'est que j'étais une femme chef de parti dans l'univers des politiques jeune. J'avais un poste important au gouvernement et visiblement, j'avais décidé de l'assumer. Ça, on était au mois de juin. Et tout ça doublé d'un corps de jeunes femmes en robe. Je pense qu'il y a il y a eu une sorte de blocage cérébral chez certains, ce qui a abouti à cette situation. Mais à l'époque, j'ai pas du tout voulu en parler. J'ai voulu cacher cette histoire. Je voulais qu'on parle de mes dossiers. Mais elle restera dans l'histoire, cette robe. Et elle a un rôle maintenant. C'est un peu une sorte de bouclier pour les autres femmes. Donc, sans le vouloir, j'ai apporté une pierre à cette histoire. Mais on a toujours honte. Moi, je crois qu'on peut dire ce mot. On a toujours honte des comportements de gens qui ont des comportements de ce type-là. Je trouve que c'est tout simplement, il faut dire les mots tels qu'ils sont. Ce qui est amusant, c'est que le président de l'Assemblée, qui présidait à l'époque la séance des questions, donc Claude Barthelot, il a eu peur, je craque. Oui. Il s'est inquiété de moi. Alors, pour le coup, c'est l'avantage quand on a vécu les années de verre comme moi, que des mecs vous sifflent. Alors, vous faites juste une petite remarque. J'ai regardé la vidéo avant cette interview. Vous faites juste une petite remarque en disant, oui, manifestement, messieurs, plutôt mesdames messieurs. Mesdames et messieurs, mais surtout messieurs, visiblement. Voilà. Et c'était derrière moi. Voilà. Et le reste, vous répondez impavidement à la question qui vous est posée. Alors, ça n'est pas l'essentiel du sujet. Donc, on a parlé de la loi Allure. Il y a d'autres, pendant ces 2 années-là, on va dire que vous n'avez pas beaucoup arrêté et que vous avez eu de la part des professionnels un accueil mitigé, plutôt hostile. Ils ne s'attendaient pas à ça. Oui. Franchement, je pense que ce qui les a le plus déstabilisés, c'était un combo entre mes choix politiques, ma détermination, l'abattage, c'est-à-dire quand ils ont vu que j'allais vraiment faire tout ça, et mon caractère. Là aussi, ils se disaient, non mais il y a un truc qui ne va pas. Comment ça se fait que la Belle Deschamps écolo se transforme en bulldozer qui veut révolutionner notre truc. Ça a eu beaucoup je pense qu'il y a eu un gros sujet là-dessus, parce que les gens ont été surpris de ça, et de votre détermination et de votre connaissance des dossiers, parce que... ils ne s'y attendaient pas du tout, donc ils ne savaient pas par quel bout me prendre. Mais il faut quand même savoir que dans les toutes premières semaines, il y a un certain nombre de visiteurs qui sont venus voir mes conseillers, qui ont dit alors la ministre apprécie plutôt quoi, est-ce qu'elle est attachée à l'opéra, en gros comment il faut lui parler et comment on peut entre guillemets l'acheter, parce que bien sûr quand vous êtes ministre du logement, vous poussez des petits curseurs qui ont des impacts de dizaines de millions d'euros pour les acteurs du secteur. Parfois plus. Parfois beaucoup plus. Et puis ils connaissaient mon engagement aux côtés de droit au logement. Donc ils se sont dit, au début ils ont essayé de m'amadouer, et puis ensuite ils se sont dit on va la casser. Donc vraiment je sais maintenant qu'il y a eu, y compris beaucoup d'argent dépensé pour des campagnes de presse très brutales, en se disant on va l'abîmer elle, et quand on l'aura abîmée elle, ça ira mieux. Et là ils étaient mal tombés. Oui, parce que manifestement, ça n'a nullement entamé, je dirais même plutôt au contraire, votre détermination. Ah, ça c'est sûr que pour le coup, je le dis pour plus tard, si un jour j'exerce de nouveau des responsabilités, c'est pas la bonne méthode. Oui. Autant on peut me convaincre, mais alors dès qu'on essaye, surtout avec ce genre de méthode, de m'atteindre, ça renforce plutôt ma détermination. Je me dis, tiens là, en fait, j'ai touché le bon sujet, vu comment il s'excite, je pense que c'est là qu'il faut encore plus appuyer. J'avais pas bien identifié, mais visiblement c'est ça. Alors à propos de bon sujet, vous avez tweeté, je suis vos tweets avec une attention permanente, que vous étiez plutôt fier de ce que vous avez fait. De quoi vous avez été le plus fier ? Ça a mis du temps parce que j'ai eu peur d'être partie trop vite. C'était un crève-cœur de partir, parce que je savais qu'on allait rester. Vous partez le 31 mars 2014, donc au bout de 2 ans de voilà, et quelques semaines après, Manuel Valls annonce qu'il ne fera pas l'encadrement des loyers. Et là, je choisis, donc maintenant il y a prescription, donc je peux le raconter, je
hurle, mais comme une folle sur l'encadrement des loyers, je hurle en me disant, il faut que ça se polarise là-dessus. Ouais. Comme ça, le reste va rester. C'est-à-dire que le pire aurait été de démonter la loi Allure. Et en fait, l'intégralité quasiment de la loi Allure n'a pas bougé. Il faut le dire. Et il y a, à part l'encadrement des loyers, qui est revenu. Parce que ça, c'est un conseil de Louis Besson. Oui. Parce que moi, on a eu le plaisir d'interviewer à ce micro. Pour lequel j'ai beaucoup d'estime et aussi de l'affection. Partagée. Qui m'a dit dès le début, Krant, t'inquiète pas. À l'époque, il me voyait encore. Vous inquiétez pas. Même si ça recule, ça reviendra. Allez-y, avancez. La politique du logement, ça marche par cran. Il en connaissait quelque chose. Et je me suis dit, il a raison. Et donc, je me suis dit, c'est pas grave que l'encadrement des loyers soit la première chose que refera une majorité de gauche. Et même, on a vu la pression qui a été exercée sur la majorité de Macron. Ce sera de remettre l'encadrement des loyers parce que c'est tellement nécessaire. Donc, je me suis démenée pour polariser tout sur l'encadrement des loyers en me disant, pendant ce temps-là, il touche pas au reste. Et donc, effectivement, le reste de la loi Allure a survécu. Peut-être pas je sais plus comment il s'appelait, le Haut Conseil des professions immobilières. Ils ont eu tort d'ailleurs de faire ce qu'ils ont fait, mais ça reviendra. Mais l'essentiel est resté. Vraiment, l'immense majorité de la loi est restée. Et donc ça, c'est un de vos motifs de fierté ? Oui, parce que je suis contente aussi de voir que la méthode que j'avais choisie à l'époque, qui était très contradictoire avec tout ce qu'on racontait sur moi, qui était une méthode vraiment très participative et de dialogue, elle avait solidifié ça. Parce qu'en fait, tous les gens un peu intéressés à cette histoire, que ce soit au sein de l'administration, que ce soit même dans l'opposition, tous les gens un peu spécialistes du sujet, ils savaient que plein de choses étaient justes. Voilà. Et donc, je suis vraiment contente. Et, parce que c'est dur aussi, quand on a une carrière politique, de se dire, est-ce que ça a servi à quelque chose, à part que j'ai un titre ? Là, oui, je peux me dire que oui, pour des gens dans la vraie vie. Et ça, c'est quand même singulièrement gratifiant. Et puis que certaines de mes intuitions étaient bonnes. Je continue de penser que la garantie universelle des loyers, c'est une nécessité. Et je pense que la régulation dans ce secteur est aussi une nécessité. Que dans l'absence de régulation, on aboutit à la situation dans laquelle dans laquelle on est, où ça va devenir de plus en plus difficile de se loger et qu'une petite minorité gagne énormément d'argent sur un bien de première nécessité. Ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Alors justement, quelle est votre analyse aujourd'hui ? Vous êtes aujourd'hui à la tête d'Oxfam France, une ONG qui intervient dans beaucoup de secteurs, pas seulement évidemment dans celui du logement, qui n'est pas d'ailleurs du tout. Très peu, c'est pas son Très peu, sujet. Mais je pense qu'on va commencer à travailler un peu sur ce sujet-là. Je voulais pas, moi en revanche, là maintenant je parle librement avec vous, oui. Mais pendant mes 3 ans de députée, je ne me suis pas exprimée sur les questions de logement. J'ai pris volontairement, parce que je pense que ça fait un peu bizarre quand le ministre n'est plus là. C'est toujours difficile pour le précédent de dire du mal de son successeur ou de sa successeuse. Mais ça n'aurait pas été forcément difficile pour moi, mais c'était pas nécessaire, pas utile, donc je me le suis interdit. Mais je pense que là, Oxfam travaille sur la question des inégalités, et elle se concentre d'une manière folle dans la question. Alors justement, vous avez fait une chronique récente sur France Inter, puisque vous êtes maintenant chroniqueuse sur cette belle radio. Mais oui. Et donc, quelle est votre analyse de la situation actuelle du logement, dont on sent bien qu'il y a quand même un certain nombre de sujets importants et graves qui alors, je pense que... Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette question du logement n'est pas une thématique. Il n'y a pas beaucoup d'élus spécialistes de ça. Il n'y a pas beaucoup même d'études universitaires. Non. Parmi les choses dont on parlait de ce dont je suis fière, c'est qu'on ait mis en place les observatoires régionaux. Enfin, vous vous rendiez compte qu'en 2012, il n'y avait donc pas de possibilité de comparer des données sur le logement de manière solide suivant les territoires de la France. C'était absurde quand on y réfléchit. Donc ça, c'est par exemple, c'est une des choses qui est restée, dont je suis très heureuse. Je crois qu'on ne mesure pas à quel point ça touche à la cohésion d'un pays, à la cohésion nationale d'un pays. Et ça vaut pour la France comme pour tous les pays. D'ailleurs, cette question de l'augmentation du prix du logement se pose de façon virulente. Elle aboutit à des basculements de majorité en Espagne. Elle aboutit à des situations de grande tension en Allemagne. Mais je pourrais multiplier les exemples. Pour une raison simple, c'est un bien de première nécessité. Et là, en plus, en France, ces dernières années, l'augmentation du prix de l'immobilier a bénéficié vraiment de manière très particulière à quelques-uns. Pour la première fois, l'INSEE a enfin publié cette étude qu'on attendait tellement, qui était de dire qui détient le patrimoine locatif, qui sont les bailleurs locatifs privés. Mettons de côté les bailleurs sociaux, on les connaît. Les bailleurs institutionnels, il y en a quasiment plus. Qui sont les bailleurs privés ? Des multi-propriétaires, héritiers. Ça peut pas tenir.
Ça peut pas tenir, je le dis, et je ne suis pas impliquée directement, je n'ai aucune responsabilité en la matière, aucun actif d'aucune nature dans ce secteur, et je le dis, ça peut pas marcher. Comment vous expliquez que ce sujet qui me paraît, comme vous le dites, tellement essentiel, au fond, chez les grands leaders politiques, est un sujet qui est toujours pour eux... Enfin, j'enlève peut-être le mot toujours, mais j'ai l'impression... C'est un grand mystère. Oui. C'est un grand mystère. Ça ne les intéresse pas. Il y a des sujets sur lesquels c'est compliqué. En matière de lutte contre le changement climatique, il y a une barre qu'on peut faire sur le territoire national, mais même si on était exemplaire uniquement en France, on se mangerait quand même l'augmentation. Voilà. Oui. Alors que sur le logement, on a presque toutes les clés. C'est un truc spectaculaire. On a presque toutes les clés. L'outil fiscal, l'outil réglementaire... l'outil d'investissement, on a les clés. Mais je crois que c'est un désintérêt qui est un désintérêt de fond. Enfin, c'est un désintérêt de fond que je m'explique pas. Moi, je trouve que c'est un sujet passionnant. Et en plus, là, pour le coup, moi, ça arrive encore maintenant que des gens dans la rue m'arrêtent à Paris en me disant, vous savez, grâce à vous, je prends des cours de yoga. Je dis pardon, elle me dit bah oui, parce que j'ai fait baisser mon loyer grâce à l'encadrement des loyers. J'ai décidé de prendre des cours de yoga. Et voilà. Et donc tout le monde comprend. C'est-à-dire qu'en plus, c'est un sujet dont... Oui. Alors, je pense qu'une des raisons, c'est que c'est aussi un sujet dans lequel les lobbies sont très puissants et qu'il faut être prêt à se prendre les paquets d'eau de mer dont vous avez parlé. Parce que quand vous décidez de mettre votre nez sérieusement dans ce sujet et de faire bouger les choses, vous fâchez des gens influents et des gens qui ont beaucoup de moyens, corrélativement. Mais je pense qu'il faut dire à ces gens que sinon un jour on viendra les secouer chez eux parce qu'il y aura cette identification, parce que c'est pas possible, parce que c'est comme si vous dites aux gens que le prix de leur nourriture va être multiplié par 2, c'est pas possible. Aujourd'hui, le poids des dépenses logement chez les 10% les plus faibles, c'est au-delà de 50%. Il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui ont du mal à accéder à un logement, et la question se cristallise en plus sur une dimension générationnelle, c'est-à-dire que les 18-30 ans, c'est très, très, très difficile. Et ceux qui sont à la fois habitent dans des logements qui sont souvent d'une taille plus grande que leurs besoins et qui sont propriétaires de plusieurs logements, c'est les plus âgés. Donc vous rajoutez à ça une dimension générationnelle extrêmement brutale. Donc je pense qu'il faut être conscient qu'il y a une espèce de tectonique des plaques autour de cette question qui est formidablement riche de potentiel de déstabilisation de la société. Alors, tous les auditeurs d'Imo Week qui nous font l'amitié et l'honneur de nous écouter entendent bien votre passion d'une manière générale et sur le sujet en particulier. Et vous avez dit tout à l'heure, si je reviens un jour... alors, vous voyez, le journaliste est évidemment toujours à l'affût. Est-ce que vous reviendriez un jour ? En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas commencé à faire de la politique en ayant un plan de carrière. Pour moi, ça n'a jamais été un objectif d'être ministre. C'était même très, très éloigné de ce que j'imagine. Voilà. Et quand j'ai arrêté de faire de la politique, j'ai pas dit c'est fini, c'est terminé. Et je dis pas maintenant, il y a que dans les ONG que ça marche vraiment. C'est pas vrai du tout. En revanche, j'ai tellement bien fait. Enfin, c'est les électeurs qui l'ont décidé, mais moi, je m'étais fait la promesse que si jamais je n'étais pas réélue, vraiment, je ferais autre chose. Ce qui s'est exactement passé, et c'est une très bonne chose. Et je m'épanouis vraiment dans l'action à Oxfam, notamment pour sa dimension internationale, parce que l'inconvénient, quand vous avez travaillé sur l'égalité des territoires et le logement, après avoir été secrétaire national d'un parti, c'est que vous tournicotez dans l'hexagone, quoi. Le périmètre est quand même limité. Et donc, d'avoir vraiment... une ouverture mondiale. La différence est complète. Les sujets sur lesquels je travaille au quotidien sont des sujets uniquement internationaux. Ça change complètement. Mais j'ai pas dit, j'en referai plus jamais. Donc peut-être que j'en referai plus jamais. Et peut-être que vous en referez. Peut-être que j'en referai. En tout cas, je n'ai pas du tout été dégoûtée. Et je ne fais pas du tout partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas la capacité d'agir dans le monde politique. C'est pour ça que je suis parfois un peu désolée de ce que ne font pas de leur capacité d'action les ministres d'aujourd'hui. Ils sont le doigt sur la couture du pantalon en attendant qu'on leur donne d'exécuter les décisions qui sont prises ailleurs. Et ça, c'est dommage. Et parce qu'en fait, quel que soit le génie d'un président de la République, il ne peut pas tout savoir sur tout. Donc, je ne sais pas. La vie répondra. On verra. En tout cas, j'ai appris et je suis à la fois meilleure et plus expérimentée qu'il y a 10 ans. Donc, il faut qu'ils aient encore plus peur. Ils vont avoir peur. Cécile Duflot, merci à vous. Merci beaucoup. Ma vie de ministre du Logement, un podcast Imo Week avec le soutien de Gessina, première foncière de bureau en Europe et acteur du logement locatif depuis 1959.